Donc, ça, c'est la dernière des leçons du mardi qu'on est en train d'organiser avec Ambra Fabi ici à l'école de Paris-Est. Ce cycle de leçons, c'est sous What is Ornament? Ça, c'est le titre. C'est le même titre de l'expo qu'on a organisé dans le 2019 à Lisbonne. Et pour ce cycle de leçons, on a, comme toujours, on répète, on a invité des auteurs qui ont aussi participé à l'expo. Donc, aussi pour imaginer une expansion du sujet de l'expo. Et finalement, pour cette dernière leçon, on a invité Simon Boudvin, artiste, qui a bien travaillé un des chapitres, c'est le chapitre sur les motifs. Comme on a déjà dit la dernière semaine, le chapitre sur les motifs, c'était particulier parce que finalement, pour ce chapitre, on avait demandé à des co-curators, des co-commissaires, on peut dire, en français, de s'occuper de 3 morceaux. On avait divisé la pièce en 3. On avait partagé ce travail de co-curatelle, si on peut dire ça en français, de commission. Et finalement, Simon va nous montrer, j'imagine aujourd'hui, aussi partie de ce qu'il avait présenté à Lisbonne. Donc, un travail magnifique, mais que je ne vais pas du tout anticiper, parce que ce n'est pas correct. Après, Simon, comme je disais, est artiste et aussi enseignante à l'école des paysages de Versailles. Et en ce moment-là, pensionnaire Villa Médicis à Rome, donc dans un des lieux plus jolis que sur la Terre. Je pense que c'est la Villa à Rome, un lieu magnifique où on voudrait y être dans ce moment-là. Donc, merci Simon, c'est à toi et on va parler après ta présentation. Bien, merci Giovanni, merci Ambra pour l'invitation, pour la renouveler cette fois. Bonjour tout le monde, je ne sais pas comment je pourrais compléter juste la manière de me présenter. Si j'ai une double formation en architecture et aux beaux-arts, mais je suis artiste et peut-être pour faire de méchantes catégories, on pourrait dire qu'il y a deux familles d'artistes. Il y aurait des artistes d'atelier qui travaillent à produire, à inventer, à créer des formes, des compositions qui élargissent leur champ d'investigation, approfondissent leurs recherches dans l'atelier. Et puis, il y a des artistes qui travaillent dehors et qui documentent la variété du monde. Donc, ceux qui inventent et ceux qui trouvent, bon, c'est évidemment une très méchante manière de diviser les artistes, et évidemment, tous font les deux. Et on va prendre peut-être une petite heure à voir que ce que je viens de dire est complètement faux. Mais puisque les artistes, on retrouve dans les carnets des artistes, par exemple, autant de croquis que d'esquisses, et c'est là ce glissement, tout l'enjeu de leur travail. En tout cas, moi, je ferais plutôt partie de la seconde catégorie qui documente la variété, ce qui fait la variété de nos mondes. Je vais partager dès maintenant mon écran. Donc, motifs, puisque c'était la salle de motifs de l'exposition, avec 3 villes, Le Caire, Hanoï, Milan, et ça c'est quelque chose à laquelle je m'applique pour tout travail. Je n'essaye de jamais travailler hors sol, c'est-à-dire j'essaie d'ancrer chaque travail à un territoire et à partir d'une exploration d'un territoire.
il y avait cette petite image d'annonce qui correspond en fait à ce qui est actuellement sur ma table, là, à l'atelier à Rome. Différentes vues de motifs, à gauche des motifs d'une revue milanaise et à droite des motifs vietnamiens. Mais je vais commencer par autre chose et pas par mon travail. Donc, en fait, je ne vais pas trop présenter mon travail dans cette heure. Je vais commencer par faire un peu le prof, mais vous m'excuserez, mais c'est parce que j'ai envie de partager avec vous quelques documents. Et donc, on va commencer au Caire, où je ne suis jamais allé. Mais par contre, j'ai découvert un livre qui m'a fasciné, qui m'a influencé, que j'aimerais partager avec vous. Il s'appelle Le trait des entrelacs, ou l'Arara, les éléments de l'Arara, les traits des entrelacs, de Jules Bourgoin. Vous avez peut-être, j'imagine, déjà parlé de Owen Jones et de sa grammaire des ornements, qui est magnifique. C'est des planches de chromolithographie et des relevés qui sont magnifiques, mais la structure de cet atlas est faite par civilisation, avec des civilisations primitives, des civilisations lointaines et une graduation avec une idée de l'évolution et d'une hiérarchie entre les civilisations, en gros dans un climat raciste qui était toujours en vigueur dans le 19e siècle et qu'il est toujours un peu trop malheureusement. En tout cas, Jules Bourgoin, lui, c'est un architecte de formation des beaux-arts. Maspero l'envoie faire des missions archéologiques au Caire et il fait comme ça différents relevés des ornements. Alors, mais vous voyez la modernité de ces planches qui sont des épures. Donc, il ne cherche pas à reproduire les ornements dans leur matérialité ou même en restituer les couleurs ou l'épaisseur des matériaux utilisés, que ce soit des boiseries, du charlier ou de la mosaïque, ou qu'importe. Il recherche la trame et la trame géométrique qui compose tous ces ornements. Et il essaie de les classer comme le ferait un mathématicien, finalement. Vous connaissez peut-être ensuite tous les pavages et tous les calculs de Penrose sur la manière de décomposer un plan, enfin de diviser un plan en pièces régulières. Il y a dans l'art arabe déjà toute une investigation comme ça de la manière de dessiner des trames. Donc là, j'en ai mis quelques exemples qui peuvent être étonnamment modernes. Et que dire d'autre vous savez que en suivant les lois de l'islam, on ne reproduit pas des figures. Et par contre, on peut essayer de tracer cette trame, ce tissu continu qui ferait finalement une matrice au monde et qui est forcément infini, régulier, et donc des attributs qu'on donnerait au travail d'une divinité. Et donc voilà, pour une donnée à la fois mystique et une donnée mathématique. Et c'est, vous savez, les Arabes qui sont déjà très en avance sur toute la géométrie et les mathématiques. Alors, Jules Bourgoin, il continue se relever. Là, j'en ai mis quelques exemples, mais il y a 4 ouvrages. Celui-ci doit faire 400 pages et vous le trouverez sur Gallica, sur le portail de la BNF.
assez incroyable de richesse. Il écrit comme par le texte. C'est pas qu'il décrit les motifs, il en donne plutôt les équations par le verbe. Là aussi, il y a une dimension mystique à ça, c'est que vous savez, au début, tout commence par le verbe, et donc les lois divines peuvent être formulées aussi par le verbe. Et chaque ornement, chaque trame peut être énoncé par une équation mathématique ou une petite dictée, comme ça pourrait être une dictée que votre prof de géométrie vous donne, et vous devez tracer en même temps le pattern. Voilà, par exemple, on peut en lire un morceau. Plan carré, subdiviser l'espace environnant le centre en 24 parties égales et l'espace environnant les sommets en 40 parties égales. Par le point de rencontre au second rayon du sommet avec la médiane, on décrit un cercle, puis du sommet un autre cercle tangent au précédent. On y inscrit une étoile et on achève la rosette à peu près à volonté. La rosette étant achevée, du centre, on y mène une circonférence tangente dans laquelle on inscrit une rosette de 12 mailles. Le reste s'ensuit par ajustement. L'angle du second rayon avec la médiane est égal à 2 fois l'angle au centre de l'heptagone à 1/18e près, exactement de 35e. On peut donc tracer un heptagone qui sera sensiblement régulier. De la poésie contemporaine, c'est assez fou qu'il ait fait cet aller-retour entre le dessin, entre ce qu'il a observé en Afrique du Nord, le dessin, les épures, puis ensuite tout formulé sous forme de texte. Et là, ça me fait forcément penser à un artiste que vous connaissez sans doute, Sol Lewitt, un artiste conceptuel de la fin du XXe siècle et début du XXIe, qui en plus est l'auteur des Sentences on Conceptual Art, qui publie en 69, et qui commence par Conceptual Artists are mystic rather than rationalist, et donc qui reprend cette dimension mystique-là, et cette proximité entre Bourgoin et Sol Lewitt m'apparaît encore plus évidente, comme c'est un livre de Sol Lewitt, un wall drawing de Sol Lewitt. Donc, en fait, il faxait aux employés des centres d'art et des musées où il devait exposer, il faxait des énoncés que les régisseurs et régisseuses devaient appliquer sur les murs. Donc là, je ne connais pas l'énoncé précisément, mais je peux imaginer que c'est avec une règle tracer des segments d'1 mètre de long au crayon, jamais orthogonaux, avec une densité régulière de 20 segments par mètre carré. Bon, ce serait un énoncé à la Sol Lewitt qui pourrait faire écho à ceux de Jules Bourgoin, mais en effet, dans ses premiers wall drawings, il rédige réellement chaque énoncé de ses œuvres. Et c'est ce qui est très important chez lui, c'est que la réalisation du dessin au mur est éphémère, et peut être multipliée, peut être adaptée aux espaces, mais par contre l'énoncé, lui, il est unique, il sera toujours le même, aussi régulier qu'une équation mathématique. Bon voilà, c'était une petite introduction sur Jules Bourgoin que je voulais vous présenter. Maintenant, c'est à mon tour. Je vous disais que j'étais plutôt un artiste d'extérieur et à documenter ce que je peux croiser dans mon environnement. Ici, j'ai passé 3 mois à Hanoï en 2016 à relever des ornements dans un quartier populaire sur
à l'est du quartier historique, du centre historique, mais à l'extérieur des digues qui protègent le centre-ville du fleuve Rouge. Donc une zone inondable qui n'a pas été planifiée, dont les constructions obtiennent des autorisations plus ou moins régulières. On voit ces immeubles toujours construits sur des parcelles très étroites qui montent et on peut déjà voir quelques ornements apparaître sur ces immeubles et un tissu de ruelles où les immeubles sont parfois si proches qu'ils se touchent presque, parfois moins d'1 mètre sur les étages supérieurs entre les immeubles qui se font face, mais toujours un soin donné au dessin de la façade. On voit bien que les refends, les murs mitoyens sont toujours laissés bruts, mais par contre, il y a toujours un soin à dessiner la façade, à les peindre et à créer des motifs de maçonnerie, de peinture, de grille. Et en bas, toute une végétation ornementale, mais on ne parlera pas de végétation ornementale. Je vous passe un petit extrait de cette vidéo. Ça marche? Est-ce que vous avez le son de la vidéo? Excusez-moi, ça marche ou bien? Ça marche, oui, ça marche bien. Ok. Donc, je vous passe plusieurs extraits. Donc là, il s'agit d'une vidéo qui est plutôt comme un diaporama vidéo, je pense, comme ça. Donc pendant 3 mois, j'avais tous les matins dans ce quartier en pointant un téléobjectif sur les façades et pour documenter les motifs qui étaient vraiment les plus simples et les motifs récurrents, comme les 3 carrés, le disque et le losange. Donc ça, ce sont les 3 carrés. Sur les losanges. Là, ça s'est bloqué par contre. C'est normal, je passe les... Voilà. Là, on a un vrai tableau de salle de 8.
Voilà, et ça continue avec la multiplication des losanges imbriqués côte à côte, par deux ou en chaîne, jusqu'à composer des séries comme ça. Je peux vous mettre la fin si vous voulez. Alors, voilà, quand j'y allais, je pensais aussi faire une recherche en parallèle et chercher, tracer un peu la généalogie. C'est ce qui est un peu tentant de faire, mais c'est de tracer la généalogie des motifs et de s'interroger sur leur provenance ou leur signification. Et j'ai rencontré des anthropologues, les architectes, les profs de l'école d'architecture de Hanoï, qui, eux, évidemment, fermaient les yeux quand je leur montrais tout ça. C'est tout ce qu'ils essayent d'effacer de leur projet. Ces réflexes vernaculaires qui apparaissent dans la ville et qu'ils aimeraient gommer de leur côté. Mais en fait, et j'ai interrogé les artisans aussi. Donc, j'avais des réponses très différentes. On parlait de formes importées de l'architecture française, donc des anciens colons, de l'influence chinoise, des tissus chez les Hmong. Le losange pourrait être une réinterprétation du fruit du canarium. Les trois carrés pourraient être une évocation à la Trinité bouddhique. Et les artisans, eux, quand je leur pose la question, ils sont plutôt évasifs et préfèrent me dire qu'ils ne savent pas, ou sinon projettent des significations. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de signification, mais ce serait très réducteur d'en trouver une. Et surtout, j'étais assez gêné en tant qu'universitaire français d'aller dans ce pays, l'ancienne colonie française en plus, pour expliquer aux artisans la signification de motifs qu'ils reproduisent et dont ils auraient oublié voilà, le sens. Et ce qui m'a au contraire fasciné, c'est la variété et l'omniprésence, parfois la pauvreté. On a vu des losanges faits dans un petit portillon, juste avec un fer à béton et 4 points de soudure. Et dans cette variété, en fait, les artisans, puisqu'il n'y a pas d'architecte qui dessine toutes ces façades, c'est plutôt un arrangement entre les propriétaires et les artisans directement sur le chantier, et dont la règle est conditionnée par l'enveloppe budgétaire et la nature des immeubles voisins, puisqu'il s'agit toujours de créer de la variation avec se démarquer des voisins et de créer aussi des continuités comme ça dans les motifs. Bref, ils transforment la rue en vraie galerie graphique. Et c'est juste ça, je pense, que je voudrais restituer par cette documentation. Vous avez peut-être aperçu des grilles de fenêtres.
qui répondent toutes à des codes graphiques assez similaires et qui sont cependant toutes différentes. Donc on pourrait aussi en écrire des énoncés à la Jules Bourgoin ou à la Sol Lewitt. Moi j'en ai fait un simple relevé graphique dans un premier temps, comme des simples retranscriptions faites à partir de photographies. Voilà. Ça, c'est une petite publication que j'ai sortie sur ce sujet-là. Je peux vous en lire un extrait, un texte sous forme de journal. Dans la rue de Bagdad, les petits ateliers s'enchaînent. Mécanique, menuiserie, métallerie, le rideau de fer relevé, les boutiques ne peuvent rien cacher de leur activité. Encombrées du chantier en cours, chacune ne mesurant pas plus de 10 mètres carrés, elles débordent sur la chaussée. Au 64, un trou crasseux, chape et mur imprégnés d'une poudre noire, une forte odeur de fer, de celle qui colle sous le palais. Un homme en chemise, pantalon, tongs, ramassé sur lui-même, les jambes pliées, regarde attentivement ces bouts de ferraille. Des anneaux et des barres sont répartis au sol, déplacés dans un jeu engageant les yeux et l'esprit. La composition prend forme sans croquis préalable. Les mouvements suivent un rythme qui, avec ses pauses et ses précipitations, exprime hésitation et solution exaltée. Après un regard sur l'ensemble et une dernière vérification sur ses cotes, avant l'assemblage définitif, il faut encore tronçonner quelques longueurs. Accroupi, les deux pieds alignés, il bloque la barre sous la mousse de ses sandales, fait hurler la disqueuse qui envoie son jet habituel d'étincelles. Il ajuste, répète l'opération. Il tourne 2-3 fois en rond dans la boutique, on inspecte le sol et les murs, trouve finalement l'équerre, l'assemblage est réglé, les pièces à nouveau maintenues sous les semelles, il ferme les yeux, son visage s'illumine sous l'éclat de l'arc. Il interrompt la soudure, inspecte ses avant-bras, parcourt une seconde fois la boutique, il trouve une feuille de papier vierge, il la perce de 2 coups de tournevis et maintient le nouveau masque derrière ses lunettes. Les éclairs reprennent, ce qui n'était encore il y a quelques minutes qu'un amas de tiges est devenu une grille. Elle est redressée contre le mur et son dessin s'expose déjà au regard des passants. Là, on a un vrai dessin qui est redressé contre le petit poteau d'une boutique. On voit les autres qui sont en attente de peinture. Donc, la règle, c'est toujours utiliser des tiges métalliques de section carrée de 10-10, pleines, et de respecter des écarts verticaux pour éviter le passage d'un homme. Et inclure quelques courbes ou cercles, sinon quelques losanges, jamais de croix, ce qui est peut-être aussi une des raisons techniques du losange, puisque c'est la meilleure manière d'équerrer un rectangle sans mettre de diagonale ou de croix. Quelques vues de ce petit livret, vous voyez, qui rend vraiment chaque fenêtre devient un tableau d'art abstrait. Alors, pour rejoindre un peu Jules Bourgoin, là, actuellement, j'essaye de retranscrire ces grilles, mais sans respecter le format des fenêtres, mais en respectant seulement la logique et en appliquant la logique à une feuille A4 ou au format d'une feuille A4. Donc, voici déjà quelques retranscriptions. Et elles sont toutes semblables et différentes. Et puis, au format A0, pour en faire des posters, ce sont ces posters que Giovanni et Ambra ont accrochés à Lisbonne pour leur exposition. Vous les retrouvez là dans leur pyjama Archizoom, et ici un extrait d'un motif de Archizoom aussi pour du tissu, du mélaniné, je ne sais plus, pour du tissu. Et qui me servent de transition pour arriver à Milan. Donc,
ce n'est pas une ville que je connais, mais depuis que je suis arrivé à Rome, j'ai demandé à la bibliothèque de l'institution où je suis de me déposer tous les numéros de la revue Domus des années 80, que je feuilletais sans grande intention au départ pour finalement focaliser sur l'apparition de motifs dans les pages publicitaires, dans les reproductions des meubles, des designers, des projets des architectes ou d'œuvres d'artistes, ou même dans la charte graphique du magazine. Bon, le magazine, je ne vous le présente pas, vous le connaissez certainement, vous l'avez à la bibliothèque. Je crois même que... Est-ce que Richard Manet ne vous a pas déjà parlé même de cette bande rouge et blanche qui fait la charte graphique de Sotsas, qui ici en couverture fait la charte graphique de cette période d'Omus, qui est alors dirigée par Alessandro Menzini. Qui est une revue de... Ce qui est amusant, c'est que exactement la moitié de la revue sont des publicités et l'autre moitié de différents articles et portfolios. Restani s'occupe de la partie art. Enfin bon. Et ce que j'ai entrepris de faire, c'est de scanner certaines pages avec un agrandissement de 400% pour pouvoir cadrer des motifs en particulier. Et de voir qu'il y a une grande continuité graphique dans ces années-là et dans ce réseau-là, parce qu'il y a toute une famille de designers, artistes, architectes, une grande continuité graphique dans leur production, qui va du design, du graphisme du magazine au graphisme intégré dans les mobiliers, dans les rendus des architectes, dans les projets eux-mêmes, qui fait comme une texture, une trame pour ce nouveau monde très coloré qu'il dépeigne. On a ici, alors je n'ai pas tout décrit, ici on avait déjà des motifs de Abet Laminati, l'historique éditeur de Melaniné, enfin de Formica en Italie, qui a compris justement, donc le mélaminé sont vraiment des feuilles de calque, pardon, des feuilles de craft, de feuilles de papier pressées à haute température dans de la résine. Donc, comme ce sont des feuilles de papier, on peut très bien sérigraphier la feuille supérieure. Donc, ils ont compris à un moment donné où leur activité allait être déclassée par l'arrivée de nouveaux mélaminés, qu'ils devaient aller à la rencontre des designers, des artistes, des architectes pour en faire un matériau de luxe par le dessin de ces surfaces. Memphis, ici, qui fait juste un décor pour une publicité d'un lave-vaisselle Candy, une publicité pour une cuisine, des motifs en fond, encore Abet Laminati qui fait des mélaminés translucides, Seekens, l'industriel de la peinture, qui fait des peintures texturées faux granit, des artistes comme David Hockney, ici on a un aperçu de la piscine de David Hockney chez lui à Los Angeles, Rosemary Trockel qui fait ici un motif de textile, Sotsas qui fait ici une moquette avec son légendaire Bacterio, qui sort en 79 dans son exercice fondamental de recherche de motifs, un très beau cahier de 79, et il revisite ce motif qui existait dans l'architecture ancienne,
classique, un motif vermiculé, je crois, on appelle ça. Portoghesi, donc l'historien, architecte et historien du baroque, il a repeint une Super 5 invitée par Restani ou Celant, par Germano Celant. Des pubs pour les matériaux, évidemment. Encore à Bethlaminati et c'est une magnifique publicité. Ici, c'est Super Studio qui fait un exercice en marbre, etc., etc., avec de très beaux textiles. Ici, ce n'est pas la moquette de Sotsas, mais c'est celle de David Hockney. Ils se sont vraiment croisés sur certains motifs pendant la même période. Que vous dire de plus si je passe rapidement, mais c'est deux livres. Celui-ci, c'est Giovanni qui m'avait conseillé la première fois. C'est un livre de motifs donc, qui ressemble énormément à ce que je viens de vous montrer parmi mes scans. Et c'est Andrea Branzi, en fait, qui d'Archizoom, qui déjà, avec son groupe, se préoccupe de faire une architecture ou une pensée même de la ville qui ne soit plus de la composition, mais qui soit un nappage continu d'une trame infinie et répétée et démocratique. Et il s'intéresse énormément, ce qui revient le plus dans leurs écrits et dans leurs titres, c'est en termes de superficie. Et il traite vraiment la superficie jusqu'au motif. Et là, il réalise une brochure industrielle de Montefibre une brochure qui aide les designers à créer de nouveaux motifs pour les textiles. Et dans son texte, il y a quelque chose d'assez amusant, là c'est une bonne représentation, il dit qu'il y a deux types de motifs. Il y a les motifs amorphes et les motifs ovni, ou faux. Et donc là, on a des exemples de motifs ovni. Et un dernier livre, donc je ne finis pas sur mon travail, mais sur celui de Nathalie Dupasquier, qui est une petite brochure qu'on peut prendre par la date ou par le nom, en fonction, tourne dans un sens ou l'autre. Ce livre, qui évidemment, comme tous ces motifs qui sont faits pour être répétés, n'ont pas de sens, donc le livre non plus. Et Nathalie Dupasquier, c'est une peintre, vous connaissez peut-être, qui est née en France et qui est une des membres fondatrices de Memphis. Ce groupe actif dès les années 80 et qui est très présent aussi dans la revue de Luce. Donc là, ces feuilles à 4 qu'elle dessinait avec tous les motifs qu'elle dessinait au feutre entre 81 et 86. On retrouve toutes les couleurs de ces années-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour ne pas parler à sa place, je l'ai appelé tout à l'heure et j'ai enregistré notre conversation que je vais vous partager maintenant. Vous me faites signe si vous entendez ou si vous n'entendez pas. Allô? Allô, ok. Est-ce que tu m'entends? Allô? Ouais, je t'entends. Ah. C'est bon. Maintenant, ça va. Comment ça va, Nathalie? Ouais, ça va. Bon, je te dérange déjà en plein travail? Non, je suis déjà en plein travail, mais parce que hier, je me suis mise en retard sur des trucs, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Jusqu'à mi-août, ok. Ouais.
mais je le dirais, mais bon, je sais pas trop comment ça peut se combiner. Bon, bref, c'est tout. Écoute, Ouais. je te propose qu'on enregistre quelques questions. Je dois donner cette représentation tout à l'heure pour des amis architectes et leurs étudiants sur l'ornementation. Mhm. Et du coup, je voulais te poser quelques questions. Bye. Non, mais donc il est question de motifs et du dessin des motifs. Et toi, tu es peintre et tu as développé cette pratique avec, en peignant des sculptures que tu peins, donc en mêlant... Non, c'est pas comme ça du tout. Moi, Ok, j'ai commencé en faisant les décors. en faisant En les faisant des décors. tissus, en faisant des décors pour des décors, en dessinant des patterns pour des meubles, des tissus, parce qu'en vérité, mes projets de design considéraient que la surface qui les recouvrait faisait partie du projet. C'était pas une seule structure, mais ça faisait partie du projet. Donc en fait, moi j'ai commencé comme designer, j'ai pas du tout commencé comme peintre. Et après, quand j'ai commencé à faire de la peinture, j'ai essayé le plus possible d'éviter tout ce qui avait à voir avec les motifs, avec les patterns. Et c'est seulement petit à petit que je me suis libérée de cette phobie, que je suis retournée à de temps en temps travailler sur ça. Mais ça a vraiment commencé pas du tout avec la peinture. D'accord. Mais maintenant, tu les peins. J'ai une petite publication de toi, une très jolie publication agrafée avec des motifs de 81 à 86. Mais ça, c'était pas du tout des peintures. Ça, c'était des tissus, c'était des laminés plastiques, c'était des trucs du genre. D'accord. Donc, c'était des motifs que Rien, tu peignais ouais, pour cet c'était des feuilles à 4. Fait au feutre. Tout au feutre. Ouais. Et, Ouais, je travaillais comme une espèce de machine. Je passais toute la journée à la table de la cuisine à dessiner des motifs l'un après l'autre. Et c'était des choses, c'était pas non plus une pratique de designer, mais c'est comme moi, je t'ai déjà dit, j'ai pas fait d'études, donc je me suis lancée dans tout ce que j'ai fait très au hasard et très selon mon instinct. Mais alors, ouais, il y a l'instinct, mais les motifs, ils s'influencent aussi les uns les autres. Est-ce que, Ah oui, mais bien sûr, est-ce que mais du coup, tu crées des c'est familles? le propre des autodidactes aussi, si tu veux, c'est de Ouais. nourrir sa propre recherche de ce qu'on fait. Donc, tu crées des familles? Et, Mais j'ai même pas cette idée-là, parce ouais. que moi, quand j'ai pas fait d'études, donc j'ai pas du tout cette mentalité-là. Ouais. De faire je sais pas comment dire, de théoriser les choses, non. Mais si, parfois, pour des clients, parfois, j'ai dit, bon, je vais faire des fleurs. Ouais. Voilà. Mais bon, on peut pas dire que ça soit très original. Les fleurs, c'est quand même le motif par excellence. Ou tu leur accordes d'autres caractères, plus ou moins joyeux, ou plus ou moins calmes, ou plus ou moins aquatiques, ou... Non? Ouais, mais ça, de nouveau, c'est pas des choses que tu décides. C'est des choses, si le jour où tu fais ça, tu es de bonne humeur, ça vient d'une certaine manière, et si tu es triste, ça vient d'une autre manière. Enfin, les tiens, ils sont quasiment tous joyeux. Ouais, parfois, il y en a qui sont violents. La violence, c'est pas forcément joyeux non plus. Oui. C'est énergique, mais c'est pas forcément joyeux. Ouais. Mais tu répètes... Enfin, de toute façon... Tu répètes que tu théorises pas, mais on a parlé déjà des Tchèques-Coris, ou est-ce qu'il y a d'autres cultures ou d'autres motifs que tu as regardés, même mais les après? Tchèques-Coris, c'est quelque chose de complètement différent. Oui. Les Tchèques-Coris, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le décor, pour moi. Oui. Mais peut-être que de la même manière que tu as regardé cette peinture coréenne, il y a d'autres
d'autres J'ai regardé, bien sûr, j'ai regardé toutes les indienneries, j'ai regardé tous les tissus du 19e siècle et du 18e siècle, et les broderies de la cour de Louis XV, et des tissus africains, et je veux dire des milliards de choses. Parce qu'en fait, le décor, c'est la manière dont les cultures s'expriment de la manière la plus primordiale, peut-être. Ouais. Bon, merci. Oui, donc bien sûr, j'ai regardé un tas de choses, évidemment. Mais je les ai regardées, disons, d'une manière un peu gourmande, comme voilà, une chose me plaît, j'en regarde une autre. Et là aussi, pas vraiment pas très scientifique. Oui, mais bon, gourmande et généreuse, c'est comme ça que tu travailles, non? C'est comme ça que tu es. Les expositions et tous tes motifs sont très généreux. Et non, c'est pas moi de le dire. Ouais, bon, c'est moi. Et est-ce que tu aurais pour finir, et je te libère et je te laisse retourner au travail, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes architectes ou futurs architectes? Moi, mon conseil, c'est toujours de dessiner le plus possible, parce que ces métiers-là, ils naissent Enfin, l'architecture, c'est un peu différent. Hein. Moi, je suis pas architecte. L'architecture, c'est peut-être plus, comment dire, intellectuel comme travail. Le dessin de motif, ça a rien de. Le dessin de motif, c'est vraiment pas quelque chose de. Le dessin de motif, à mon avis, c'est intéressant quand ça arrive très naturellement. Et chacun, d'ailleurs, fait les motifs qui correspondent à sa nature. Oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a souvent pensé que c'est les femmes qui font les motifs et qui s'occupent des couleurs, parce qu'elles n'ont pas accès à la haute intelligence des hommes. Mais c'est pas parce qu'on fait un dessin d'une manière quasi inconsciente, en passant un coup de fil et en griffonnant un cahier à côté, que c'est pas intelligent. C'est pas la même conscience. Je disais ça comme manière de boutade. Ouais. Que en vérité, dans l'histoire, le motif. Bon, écoute, j'ai fait on m'a invité à faire un workshop à Lyon, qui est donc la ville par excellence du tissu. C'était la première ville en France pour la soie, etc. Il n'y a plus rien qui existe, qui a été ravagé par la crise, par le capitalisme, etc. Et dans l'école de design ou de beaux-arts, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a encore un cours de motifs. Écoute, ça a été un truc extrêmement intéressant, parce qu'en fait, les étudiants, c'était extra. Il n'y avait que des filles, il n'y avait pas un garçon. Et ouais, ça a été une belle expérience. Et en fait, ces gens ont travaillé exactement comme moi j'imagine que se fait ce travail. Et ça, c'était très bien de les voir travailler, de voir les projets qu'ils avaient faits. Et donc, vous avez dessiné? Eh ben, eux, ils avaient dessiné. Enfin, eux, ils avaient choisi des thèmes sur lesquels travailler. Et puis moi, j'ai passé 2 jours avec eux à regarder ce que chacun avait fait, comment ils avaient développé les premières idées, à quoi ça avait abouti, en utilisant différentes techniques et en se laissant aussi porter aussi bien par les techniques que par la personnalité de chacun. C'était génial parce que les projets c'était tellement différents. Et en fait, je me disais, mais ça, en fait, c'est la meilleure école d'art. Je le disais parce que ça a été mon école à moi, de commencer par le motif. Et ouais, c'était vachement intéressant de voir comment ils avaient travaillé. Bon, bah super. Et puis après, le lendemain, on est allé au musée des impressions sur étoffe. Et on a regardé ça ensemble, c'était très intéressant. Les réactions de chacun. D'accord. Voilà. Bon, bah super. Bah en tout cas, moi je suis d'accord que c'est toujours
un bon conseil que de reprendre les crayons et de se lâcher avec des crayons, des feutres. Écoute, oui, c'est la chance qu'on a, c'est la chance qu'on a. On n'a besoin de rien, on n'a même pas besoin d'électricité. Bon, bah merci beaucoup Nathalie. Allez, bonne journée. Ouais, à bientôt. Salut Simon. À bientôt. Ciao. J'ai pas vraiment envie de conclure après Nathalie. Hein, mais ce qui est étonnant dans son personnage, enfin chez elle, c'est qu'elle dit non, mais je connais rien, moi j'intellectualise pas du tout. Évidemment, j'ai regardé tout l'art africain et, et les motifs du XVe siècle, et puis j'emmène mes étudiants au musée. Mais elle dit d'un côté c'est rien, et d'un autre côté elle dit c'est la manière dans laquelle les cultures s'expriment d'une manière primordiale. Et c'est peut-être là une conclusion assez entendue, mais que c'est les motifs qui font l'ornement ont cette position toujours subalterne dans la hiérarchie des arts, et d'un autre côté, elle a une double position, à la fois de petite décoration superficielle ou représentation absolue de la structure et de la texture d'une culture. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer à travers ces trois exemples, autant égyptiens que de l'Italie des années 80. Mais j'aimerais peut-être vous retourner la question et de dire quelle place vous, archi ou étudiants en archi, vous pouvez offrir à ces motifs qui ressurgissent, pas toujours de manière consciente, et quel espace on leur donne aujourd'hui dans les projets. C'est peut-être pas une question si facile, mais je pense que c'est la vôtre, non? Donc, je peux dire merci, Simon. Et la question s'est posée plus qu'à nous, aux étudiants, c'est clair, et ceux qui sont là à écouter la leçon. Donc, clairement, on laisse l'espace pour répondre. C'est un peu abrupt comme question. C'est Lucas qui va répondre. Il a toujours des réponses et des questions. Ça, c'est gentil, Giovanni. Oui. Je dirais déjà qu'on n'est pas encore architecte, hein. Donc, vous savez, on n'a pas tellement l'occasion de vous poser la question sur la place, si elle est inconsciente ou si elle est consciente du motif dans le travail. Je pense que, en tout cas pour ceux qui ont suivi les cours en première année dans cette école, on aurait tendance à esquiver le sujet de manière, en fait, c'est finalement, on nous demande de produire des espaces en suivant une espèce de rationalité. Il faut que ce soit fonctionnel, il faut que ce soit résistant, il faut que ce soit utile. Et donc, la place qu'elle prend, c'est qu'elle s'invite involontairement dans la réflexion. Et je suis pas non plus mieux placé pour répondre. Mais enfin, je donne pas une place consciente à ça dans ma façon de travailler, en tout cas. Mais ça arrive tout seul, à un certain point. Mais j'invite un autre étudiant à répondre aussi, parce que comme vous voyez, moi, j'ai pas la réponse du tout, en fait. Et donc, tu peux nommer une étudiante. Non. Quelqu'un va être volontaire. Allez, on retrouve tes collègues, là. Un peu de soutien. Mais c'est... Ouais, vous parlez
des motifs qui apparaissent d'une manière consciente ou inconsciente. Et c'est en effet, je pense, ce qui est assez fort finalement, c'est quand ils ressurgissent sans qu'on les ait invités. Et c'est là où ils montrent à quel point ils sont ancrés dans une culture. Quand on demande, en tout cas dans ce quartier de Hanoï, si on demande à un artisan de réaliser une porte ou un meuble, si on lui donne juste des dimensions sans dessin, on va récupérer un meuble avec des losanges. C'est assez fou. Et si on lui pose la question de pourquoi, on aura certainement des réponses très, très différentes. Et bon, Nathalie Dupasquier, elle fait aussi la maline dans sa réponse. Moi, je ne comprends pas trop. Bon, j'ai regardé tous les motifs du monde déjà, mais elle a glissé ça aussi, que c'est souvent un travail attribué aux femmes sur qu'elles réalisent sur la table de cuisine. Et comme si c'était un art secondaire qu'on ne doit pas du tout intellectualiser. Voilà, c'est toujours ce même grand écart entre ce qu'on arrive à définir ou pas. En tout cas, s'il y a peut-être une chose que je n'ai pas dit, c'est que je ne suis pas friand mais vous l'avez peut-être compris à propos de la partie sur Hanoï, des interprétations directes des figures, c'est-à-dire telle étoile signifierait évoquerait tel concept, ou telle forme, ou tel nombre aurait telle signification. Si on a une retranscription aussi directe, à mon avis, on n'arrive pas à adresser un dictionnaire aussi binaire. On voit chez Bourgoin que c'est quasiment un travail de linguistique qui se crée dans le développement des ornements, des trames. Lui, il appelle ça la graphique, cette discipline. Mais il ne va jamais donner un sens spécifique à une petite figure. Et ça, c'est aussi ne jamais vouloir réduire l'ornement à un petit signe anecdotique. Moi, j'ai une question, plutôt une réflexion à la suite de cette conférence qui éveille énormément de questionnements. C'est sur la question de l'échelle du motif. J'ai l'impression que c'est une notion qui contient à minima deux échelles, celle de l'ensemble et celle du fragment. Et il semble que plonger dans le motif et zoomer comme ça, ce que tu as fait à travers les motifs d'Endomus et ensuite également la traduction dans des A4 et des A0 de ce que tu avais pu retrouver à travers tes voyages. Est-ce que c'est une manière ou un procédé, un protocole qui permet en fait une forme de clarté, de clarification pour extraire quelque chose de cet ensemble qui, on le voit à travers les photos, notamment à Hanoï, est presque camouflé, parfois fondu, en tout cas qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus large et qui parfois se rend plus flou, moins lisible, moins... Je ne sais pas si tout ça est très clair, mais ça vient un peu en même temps. Bon, en tout cas, de ma part, il y a une volonté de vouloir documenter, un peu comme
un photographe le ferait, de documenter ce qui va disparaître. Je pense que c'est né avec même la pratique de la photographie. Quand Eugène Alger documente Paris, il fait aussi un album sur les arts décoratifs, un album sur les entrées d'immeubles. Là, on est dans le cas d'un quartier qui est en zone inondable, donc risque de très certainement disparaître dans les 20 prochaines années. Et je me demande, enfin, on a toujours un peu cette mission-là quand on fait de la photo, que de documenter les choses avant qu'elles disparaissent. On sait, sans doute, les nouveaux quartiers seront reconstruits par des architectes internationaux et que tout ça, toute cette culture-là va aussi disparaître. Je ne le dis pas d'une manière nostalgique, mais c'est ce qui motive quelque part la documentation au départ. Après, la retranscription, c'est-à-dire que dans la photographie, encore pour faire des grosses catégories, comme j'ai commencé, on pourrait dire qu'il y a deux manières de faire de la photographie. Il y a une photographie objective, Bernd et Hilla Becher, que vous connaissez bien, où c'est l'objet photographié qui importe, et l'acte de la photographie doit être uniforme, et la variation doit être sur l'objet. Et une deuxième manière de photographier, qui est une photographie qui est peut-être plus narrative, qui va chercher d'une manière sensible, je ne sais pas, un reflet de lumière, d'eau, etc. Pour ma part, je pense que dans la photographie contemporaine, c'est intéressant de croiser les deux et de partir sur un protocole en identifiant un objet, comme ces ornements dans un quartier. Mais je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, finalement, il y a deux vidéos. On documente autant les ornements que le quartier lui-même et toute la vie et comment les gens vivent autour de ces ornements. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Là, on parle moins d'ornements, mais plus de ma pratique d'artiste. Que les objets finalement peuvent toujours être un prétexte et que c'est le contexte qui fait le vrai sujet de chaque travail. Et donc voilà, après, une manière de poursuivre la partie la plus objective de la photographie, c'est de redessiner, et de refaire des planches techniques. Et c'est ce vers quoi est allé Jules Bourgoin. Alors je ne sais pas si ça aide le dessin de nouveaux motifs, mais en tout cas, tous ces atlas, celui de Jules Bourgoin comme celui de Owen Jones, avaient cette ambition-là et finissent par une invitation aux artistes et aux architectes à dessiner de nouveaux motifs sur ces bases-là. Donc je pense qu'il faudrait... C'est ce que Nathalie fait. Oui, c'est ce qu'elle fait. Mais il faudrait, de la même manière que Owen Jones ou Jules Bourgoin reposent les bases des motifs de différentes cultures pour pouvoir les poursuivre ou pas, ou les transformer. Et elles reposent vraiment avec ce type de publication, tous les motifs, tous les archétypes et toutes les belles trouvailles qu'elle a pu avoir sur cette période-là, qui dépassent en fait, il y a l'auteur, enfin l'autrice, c'est clair, il y a la peintre, mais il y a des motifs qui sont ceux de son époque et de l'Italie de cette période-là, qu'on retrouve après, dans les années 90, sur les motifs de sièges des voitures, des trains, qui pénètrent finalement toute la culture. Il y a d'autres questions?
Moi, j'ai une question parce qu'on a déjà touché ça, peut-être un peu, le fait qu'on a la tendance peut-être d'associer le pattern à quelque chose, à la mode, à fashion design, quelque chose de transitoire. C'était clair avec Brandzis, avec Decorativo. Donc, mais on voit, c'est une recherche à fond, on voit que tous ces auteurs-là sont très intéressés plutôt en culture ancestrale. Donc, ils s'adressent à la contemporanéité plus totale, on peut dire, mais avec des racines très dans les passés ancestral de la culture, de l'histoire de l'homme, on peut dire. Oui, et donc je pense que oui, il y a une forte, comment on peut dire, tension entre les deux. Et dans ce sens-là, et c'est une question qu'on avait posée plutôt à Sam Jacob, qui était dans la même salle à l'Expo de Lisbonne, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dessiner l'ornement d'aujourd'hui? Donc, c'est non, l'ornement, pas, excusez-moi, un motif d'aujourd'hui. Donc, on avait une réponse de Sam, mais aussi, ça serait intéressant de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et peut-être que tu as des idées. C'est clair qu'il y a des modes et qui ont des cycles, moi je suis vraiment pas un expert de ces questions-là. Mais oui, en tout cas, les architectes, tu parlais de Brandy et des architectes de cette époque-là qui replongent dans le problème des motifs et des patterns. Ils vont chercher loin les racines et puis ils en font même quelque chose de mystique en imaginant. C'est une autre manière de penser que de penser en surface et en motif et pas en composition. Après, les motifs qui ressortent, oui, je pense qu'ils sont liés à la mode, ils sont liés aux productions des artistes. Dans les deux domus, c'est intéressant de voir ce qui est reproduit comme œuvre d'art. Celle qui ressort assez vite, c'est Sonia Delaunay, par exemple. En effet, David Hockney, qui est contemporain à la revue. Je pense qu'il lance, les artistes peuvent lancer comme ça des directions qui sont ensuite réappropriées. Alors pour le motif d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça, c'est une commission. Mais j'ai une amie écrivaine qui a un fort caractère. Je lui ai demandé un jour qu'est-ce qu'elle écrit. Elle m'a à moitié engueulé et elle m'a répondu c'est pas ça la question. La question c'est avec qui on écrit et où est-ce qu'on écrit. Donc je pense que c'est quelle piste on veut poursuivre et d'où on la poursuit. Donc, je peux imaginer chez vous, il y a des aînés là-dedans, mais chez d'autres, peut-être que d'autres emprunteront d'autres pistes qui ont été ouvertes par des artistes ou des designers. D'autres questions pour Simon, qui est ici avec nous pour répondre? Ou on considère ça la digne conclusion du cycle des leçons? Moi, ce n'est pas une question, mais plutôt un remerciement sur la forme qu'a pris cette conférence. On a eu différents intervenants au cours du semestre et je trouve assez frappant alors, la variété des médiums qui ont été présentés et particulièrement cet enregistrement avec ce coup de fil avec Nathalie Dupasquier qui est
Enfin, je trouve que c'était un moment assez particulier que j'avais jamais trop. On aurait pu essayer en direct, mais ça aurait été un peu dur pour elle. Ouais, je comprends, mais je trouve que ça n'enlevait rien, sinon même presque que ça ajoutait quelque chose, je trouve, parce qu'il y avait quelque chose de cette conversation un peu en différé, intime, qui était très chouette. Et puis, puisqu'on parlait de son travail et qu'elle a évoqué le workshop qu'elle a fait avec les étudiants des Beaux-Arts de Lyon, c'est à l'intention des étudiants, je vous conseille juste cette revue. C'est la revue initiale qui est éditée par les Beaux-Arts de Lyon. Et c'est à chaque fois des monographies qui sont super, super, super bien faites. Et donc celle-ci concerne, c'est le numéro 8, qui concerne Nathalie Dupasquier. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a un comité rédactionnel qui est composé de plein de monde, extérieur et intérieur à l'école. Et ça donne des choses, ils rentrent en profondeur, c'est très intéressant. Voilà, c'est à l'intention de tous ceux qui regardent pour approfondir s'ils le veulent. Bien, merci. Donc, merci Claude aussi. Je pense qu'on peut terminer ici notre cycle de conférences. C'était un plaisir pour nous, pour Ambre et moi, d'organiser ça, de porter cette thématique à l'école. Et je pense qu'on a eu plein de réponses différentes qui arrivent de pratiques différentes, d'architectes, d'artistes, de designers aussi. C'est clair que ce n'est pas une question qu'on considère terminée, c'est impossible. Mais on remercie aussi l'école qui nous a donné l'espace pour faire ça. Donc, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer ici. Bonne fin d'année à tous les étudiants. Je pense qu'ils ont besoin d'énergie. On espère qu'on a donné un peu d'énergie avec ces leçons. Sûrement, on a enlevé l'espace pour manger tous les mardis à 13h. Mais on espère aussi d'avoir donné un peu d'énergie pour les projets, pour tout ce que les étudiants normalement font. Donc, merci à tous et à toutes. Simon, c'était magnifique. Merci. À bientôt. Merci pour l'invitation. Et j'espère qu'on se revoit bientôt.